Elle était debout dans un bus. Un simple réflexe pour se retenir, un choc anodin en apparence. Et pourtant, ce geste a changé sa vie. Dans cet épisode, Morgane nous emmène au cœur du SDRC, syndrome douloureux régional complexe, anciennement appelé algodystrophie. Ce syndrome rare, intense, incompris, qui transforme le quotidien en combat permanent. On y parle de douleurs extrêmes, d'invalidation médicale, d'un corps qui brûle sans qu'on le voie, mais aussi d'une force immense, d'un humour noir qui devient bouée, et d'un compte Instagram devenu refuge et cri de guerre. Fermez les yeux, écoutez et ressentez. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Le 15 juillet 2020, je prenais le bus pour aller au travail et le bus a pilé. Donc pour pas me prendre la cabine du chauffeur dans la tête comme j'étais placée au siège qui est juste derrière, j'ai tendu le bras en hyper extension et je me le suis tordu. Donc sur le coup, je me suis juste dit: aïe, pas cool», mais enfin sans plus quoi, et puis j'ai continué mon chemin, pour aller au travail et une trentaine de minutes plus tard, donc j'arrive au travail, mais j'ai triplé de volume et j'arrive plus, à tendre le bras. Donc mes employeurs, me disent de rentrer. Je vais voir mon médecin et il me dit que c'est une entorse quoi, puis basta, je pensais m'être simplement, blessée, mais voilà, pas gravement quoi, et que ça allait vite passer et puis que tout allait rentrer dans l'ordre. Et puis, les semaines ont passé et le coude, il était toujours, ultra douloureux et gonflé, donc on comprenait pas. Donc on m'a fait faire, radio, écho, IRM et cetera pour vérifier qu'il y ait pas quelque chose, qu'on ait loupé, mais non. Et donc c'était pendant les grandes vacances, d'été quoi, et donc mon médecin est parti en vacances et donc j'ai eu son remplaçant et il a mentionné que c'était peut-être un SDRC, mais il a pas proposé, d'examen ou de rendez-vous, et puis il disait que c'était possible, mais que c'était quand même très peu probable. Et donc au retour, du médecin traitant, je lui en ai parlé quand même et elle m'a envoyée voir un chirurgien orthopédiste, spécialisé dans le membre supérieur. Ce rendez-vous, ça a été un enfer. Ce chirurgien, il était vraiment, méchant et froid. Il me parlait ultra mal et puis il a fini par me dire que je m'écoutais trop, que j'avais qu'une simple entorse et cetera. Donc je suis clairement sortie en larmes du rendez-vous. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je savais que mes douleurs, c'était pas normal. Et du coup, ensuite j'ai revu mon médecin traitant et quand je lui en ai parlé, elle était choquée du comportement du chirurgien et puis, évidemment, elle était pas du tout d'accord avec lui, donc elle m'a refait, un courrier d'adressage quoi pour, aller voir un autre chirurgien et avoir un deuxième avis médical. J'étais évidemment hyper angoissée au vu du premier rendez-vous que j'avais eu, et donc j'en ai parlé au kiné qui m'a conseillé, un très bon chirurgien. Et donc le jour du rendez-vous arrive, il m'écoute, il me pose les bonnes questions, il regarde bien mon bras et il me dit qu'il est presque sûr que c'est un SDRC, mais qu'il souhaite quand même confirmer ça avec une scintigraphie osseuse. Donc je fais la scintigraphie osseuse et là, coup de froid, je finis en crise de larmes parce que le spécialiste, de la scintigraphie osseuse me dit que c'est pas un SDRC, qu'il y en a aucun signe. Là honnêtement, j'avais l'impression d'être folle, quoi. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant de douleurs, autant de symptômes et qu'il y a rien qui les expliquait. Donc je retourne ensuite, chez le chirurgien avec les résultats et puis, la boule au ventre, quoi, parce que visiblement il y avait rien. Mais il finit par me dire que certaines personnes ont des SDRC qui ne se voient pas en scintigraphie osseuse et qu'il est sûr que c'est ce que j'ai. Et donc il m'envoie chez une algologue pour confirmer son diagnostic. Et donc voilà, 6 mois après la blessure, cet algologue confirme que je souffre bel et bien d'un SDRC. Donc 6 mois de souffrance, de doute et d'angoisse et enfin de l'écoute, de la compréhension et puis surtout un diagnostic de posé. Alors de base, au moment où je me suis blessée, évidemment, je ne connaissais pas du tout ce syndrome. Mais forcément, quand le remplaçant du médecin traitant avait prononcé ce terme la première fois, je m'étais renseignée dessus, pour savoir de quoi il s'agissait, quoi. Du coup, lorsque le chirurgien et l'algologue m'ont confirmé ce diagnostic, je savais quand même vaguement de quoi il s'agissait et à ce moment-là, on m'expliquait que ça pouvait durer de, 3 mois à 2 ans et qu'on en guérissait très bien et sans séquelles. Donc sur le moment, je me suis dit: «OK, bon, ça peut être long, mais il y a peu de chances que ce soit mon cas. Je vais me concentrer sur mes soins et faire tout ce qui m'est prescrit à fond et au pire du pire,
Dans 2 ans grand max, ce sera derrière moi. Bon, au final, pas de chance, je m'étais trompée. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que j'en souffre et avec ces 5 années, j'ai compris qu'il y a beaucoup de problèmes autour de cette pathologie. Donc, premièrement, les vieilles idées de vieil enseignement médical, donc comme quoi les douleurs sont psychologiques ou psychosomatiques, comme quoi c'est les personnes stressées ou déprimées qui déclenchent ce syndrome parce que, c'est totalement faux. C'est ce syndrome et cette souffrance en permanence qui rend à force anxieux et dépressif. Deuxièmement, sur la prise en charge, parce qu'il y a beaucoup de soignants qui ne sont pas à l'écoute du patient et ça, c'est franchement terrifiant. Et puis les traitements sont très «régionaux» entre guillemets. Par exemple, les blocs à la xylocaïne, donc c'est plus vers Lyon. L'embolisation, c'est plus vers Grenoble, mais il y a un spécialiste de Grenoble qui est arrivé sur Lyon. Et puis les blocs du ganglion stellaire, ça va plus être vers Nîmes ou vers Paris, il me semble qu'il y en a aussi, et cetera. Et donc cela forcément, ça rend les soins vraiment très limités et complexes et pas ça donne pas les mêmes chances à tout le monde en fait, ça c'est très problématique. Ensuite, ça m'a appris beaucoup de choses sur les organismes qui sont censés nous aider, tels que, la CPAM ou la MDMPH, parce qu'eux clairement ils pour dire, grossièrement, hein, excusez-moi, mais ils en ont rien à faire des patients qui souffrent de SDRC et c'est juste, pas normal. Aujourd'hui, on sait que c'est une des pathologies les plus douloureuses qui existent et on n'est pas pris au sérieux. Donc, au final, on doit se battre pour notre santé contre la pathologie et contre les organismes pour obtenir nos droits. C'est un double combat infernal et épuisant. Dans mon cas, par exemple, j'ai dû finir par aller au tribunal pour obtenir mon invalidité, que j'ai obtenue. Et puis là, à l'heure actuelle, la MDMPH, refuse toujours de m'accorder l'AAH, donc c'est quand même pas normal, quoi. Puis, l'entourage a énormément de mal à comprendre et c'est vraiment pas facile de se sentir soutenu, du coup. Après ça découle de quelque chose de plus profond, je pense. C'est-à-dire que sociétalement, on nous apprend à ne pas se plaindre et à aller travailler, sauf que quand on ne peut plus et forcément c'est mal vu et on est jugé et laissé de côté. Et enfin, je dirais que le personnel soignant n'est pas du tout assez renseigné et que hormis les très rares, qui se forment eux-mêmes grâce à l'écoute des patients, la très grande majorité ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Et donc, pour petit retour en arrière, lorsque le diagnostic est posé, sur le coup, je ressens un mélange d'émotions, de la peur, parce que peur de la durée et à la fois un soulagement immense de savoir enfin, ce qui se passe exactement et de pouvoir être soignée et une envie de tout faire à fond pour guérir au plus vite. Aujourd'hui, du coup, la douleur fait partie, intégrante, de mon quotidien. Pour donner un ordre d'idée de cette douleur, c'est la pire que j'ai ressentie. Pourtant, je suis Miss Catastrophe, je me suis déjà fait vraiment mal, mais alors celle-ci, c'est vraiment, quelque chose. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, dans les douleurs, assez hard que j'ai eues, je mettrais en première position le SDRC, en deuxième position, quand je me suis brûlé la moitié du visage, en troisième position, quand je me suis fait opérer d'un œil et en quatrième position, les douleurs de discopathie cervicale. Donc vraiment, c'est pour dire que c'est abusé. Je vais essayer de décrire un peu les sensations différentes, enfin les types de douleurs que j'ai. Donc on sent quand, on est en train de gonfler, ça lance, ça envoie des coups de jus, ça brûle, on a l'impression que enfin en tout cas moi, qu'on m'écrase le bras entre, 2 objets. Je peux avoir aussi l'impression que je sais pas comment expliquer ça, mais qu'il y a un os qui essaye de sortir de mon bras et qu'il y a un truc qui pique quoi de l'intérieur. Enfin, je sais pas comment dire, si c'est très clair. Enfin voilà, ce type de douleur quoi, donc c'est quand même, vraiment énorme. Hem, Puis, faut savoir que du coup ce symptôme est quand même très souvent, accompagné d'allodynie, donc c'est mon cas. Donc l'eau de la douche, c'est un enfer. Les vêtements et les draps, pareil. C'est-à-dire que c'est impossible, d'imaginer que ça me touche tellement c'est douloureux. Donc j'ai rencontré une spécialiste, qui m'a conçu un filtre sensitif. Donc c'est un manchon qui part, de l'épaule au bout des doigts, dans mon cas, afin que, quand même je puisse, m'habiller, m'allonger et sans avoir peur des draps la nuit. Faut savoir aussi que du coup, toutes les sensations de mon bras gauche ont complètement changé.
tout est désagréable ou douloureux au point de me donner envie de vomir ou d'avoir l'impression que je vais faire un malaise. Et donc, faut savoir que ça, c'est tout le temps. C'est-à-dire que je me réveille avec et que je me couche avec. C'est vraiment présent constamment, sans répit. Alors, il y a des pics de douleur plus élevés, mais même si je ne suis pas à un pic, de douleur, voilà, qui arrive, plusieurs fois par jour, la douleur reste présente et à un niveau assez élevé en permanence, de toute façon. Et donc, pour finir un petit peu sur ce sujet-là, je dirais que finalement les gens ne voient pas. Ils voient pas les crises de larmes de douleur, la souffrance physique et psychologique, la solitude, la peine immense de sentir son corps changer, l'impact sur la vie de couple et familiale, les semaines chargées de rendez-vous non-stop. Simplement, ils ne voient rien. Même quand on leur explique, ils n'en comprennent vraiment qu'un dixième. Donc, ma vie aujourd'hui se résume aux soins, tous les jours et plusieurs fois par jour. Par exemple, une journée type serait, réveil d'une nuit, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça une nuit, tellement c'est peu et coupé à cause des douleurs. Mais bon, tout de même réveil d'une nuit, horrible. En ayant du coup énormément mal, donc j'active, ma neurostimulation pour essayer de calmer la douleur. Je déjeune pour prendre mes traitements et mes antidouleurs, je me prépare, je vais en rééducation, je rentre et rebelote, stimulation enfin neurostimulation, repas, traitement, pour essayer de faire baisser la douleur toujours. Puis je pars à un autre rendez-vous de rééducation et donc même schéma à mon retour, hein, neurostimulation pour baisser en douleur. Donc ensuite, plus tard, je fais les exercices de ma rééducation, que le kiné spécialisé dans les douleurs chroniques, m'a donné. Et après de nouveau, donc on essaye de faire baisser la douleur. Puis je me lave, je laisse la stimulation toute la soirée. Je mange, je prends mes traitements, j'essaye de calmer les douleurs, au maximum, jusqu'à ce que je sois épuisée, quoi. Et ce que j'arrive enfin à m'endormir. Puis, je dors, entre 2 à 4, 5 heures max par nuit avec des douleurs immenses et c'est des réveils, non-stop. Je fais que des micro-sommeils, enfin voilà, des sommeils très, très coupés. Et donc ça, c'est une journée, bien évidemment, en plus quand j'ai pas de rendez-vous chez les médecins et les chirurgiens en plus, quoi. Forcément, un tel rythme, c'est dur à supporter, d'autant que les rendez-vous, font vraiment grimper la douleur, donc c'est vraiment compliqué et épuisant. Et puis, même, psychologiquement, c'est dur, en fait, de savoir que chaque jour et chaque semaine, c'est rythmé par les rendez-vous médicaux, quoi. Donc, évidemment, tout ça, c'est épuisant et je pense que le plus épuisant, de tout, c'est vraiment les douleurs et le manque de sommeil. C'est dur, autant de par la douleur que de par les rendez-vous, médicaux, d'avoir du temps à soi. Mais j'essaie de me forcer à faire ma skincare, tous les jours, de chanter et de me maquiller minimum 1 fois par semaine, d'écrire quand ça va pas et au moins un week-end sur 2 de voir ma famille. C'est pas évident de trouver ces moments, mais je me suis imposée et forcée à faire ça parce que sinon psychologiquement, c'était juste pas possible, quoi. Donc pour faire peut-être un petit, recap des dispositifs médicaux, j'ai d'abord eu accès au bloc à la xylocaïne la première année, en complément d'antidouleur, de rééducation, de TENS. Donc le TENS, c'est un appareil, d'électrostimulation, qui a des visées d'antidouleur. Hem et puis, de prendre du Valium pour faire une attelle à vis. Puis, donc ça a été un peu, le cas tout le temps sauf, les blocs à la xylocaïne, ça s'est terminé, la première année, mais ensuite, depuis, ça avait été ça en permanence. Puis, l'année dernière, donc, j'ai essayé la toxine, botulique pour calmer les spasmes, mais malheureusement, dans mon cas, ça n'a pas marché. Hem, on a mis aussi en place une prothèse pour remplacer l'attelle à vis, puis, le manchon comme filtre sensitif. On a rajouté aussi du Neurontin comme traitement, donc pour le moment, ça ne fonctionne pas, donc on fait qu'augmenter petit à petit. On a essayé l'embolisation. Cette expérience, je ne vais pas m'attarder dessus parce que dans mon cas, ça ne s'est pas bien passé. Ça a été traumatisant. Je pense et en tout cas j'espère que ça peut quand même vraiment aider des gens et donc si c'est le cas, je veux pas, que les gens s'empêchent d'essayer à cause, de mon témoignage et de la peur que ça pourrait peut-être, engendrer chez eux. Mais du coup, dans mon cas, ça a été un échec, quoi.
Et donc cet été, on m'a implanté un neurostimulateur médulaire. Donc pour vous expliquer grossièrement, c'est comme le TENS, sauf que cette fois, il est directement implanté dans mon corps. Donc ça s'active avec une télécommande qui est connectée à mon boîtier que je garde en permanence sur moi. Et une fois par semaine, faut que je recharge mon boîtier, donc qui est en interne, en induction. Donc cette opération-là, on m'en avait parlé depuis un peu plus d'1 an, mais on gardait, vraiment en dernier recours, quoi. Et étant arrivé au point où il y avait, plus que ça et que les blocs du ganglion, stellaire, les chirurgiens, ils ont décidé de faire les 2 pour mettre le plus de chance de mon côté. Donc le rendez-vous avec le neurochirurgien était plus rapide et plus facile d'accès étant donné qu'il était dans ma ville alors que les blocs du ganglion stellaire, c'est à Nîmes. Donc j'ai pris rendez-vous et puis 2 semaines après, j'étais au bloc, quoi. Donc pour cette opération, il y a d'abord une première opération où on place un capteur, un électrode, je sais pas trop comment dire, dans les cervicales. Puis il y a des câbles donc qui sortent du haut du dos pour être reliés à un boîtier qui est gardé hors du corps. Et pendant 1 semaine, on fait un test, pour voir si ça fonctionne, s'il y a des améliorations, des progrès et cetera. Et donc si oui, 1 semaine après, on se refait opérer pour, cette fois-ci implanter le boîtier, définitivement du coup, enfin définitivement, tant qu'il y en a besoin, au-dessus, des fesses. Hem, Au moment de la pause, franchement, j'étais confiante et surtout, impatiente de voir les progrès. Et j'avais des attentes, tellement élevées que ça effrayait mon conjoint. Il avait peur que je sois déçue de nouveau, en fait. Donc dans mon cas, il y a eu des progrès. Le neurochirurgien et moi, on en est conscients, mais c'est vrai que mon entourage, n'a pas l'impression que c'est changé quelque chose parce que, juste à leurs yeux, j'ai toujours plusieurs pics, à 9 sur 10, par jour. Ma moyenne douloureuse de base, faut savoir qu'elle a baissé un peu et ça, c'est un exploit et c'est la seule amélioration surtout que j'ai eue depuis longtemps, donc c'est génial et puis c'est encourageant. Et avant du coup, quand j'avais le TENS, j'étais obligée de coller et décoller les patchs de TENS, sur mon bras, donc c'était horrible, douloureux et à chaque fois, c'était un enfer, quoi. Alors que maintenant, j'ai plus qu'à prendre, ma télécommande et ça franchement, c'est juste, génial. Alors forcément, d'un point de vue extérieur, évidemment, comme je suis toujours dans une souffrance extrême, tous les jours et en permanence, on réalise pas le progrès. Mais même si ma situation reste horrible et pas du tout normale, moi, je suis consciente, de ce progrès-là. Et du coup, maintenant que je suis implantée, la prochaine étape, c'est les blocs du ganglion stellaire. Sauf que, pour ça, faut se rendre, à Nîmes. Donc j'ai été vue par le spécialiste de là-bas en septembre. Lors de la consultation, il m'a dit que vu l'état de mon bras, il aurait voulu faire un bloc, 1 jour sur 2, mais qu'il est bien conscient que vu la distance, c'est pas possible. Donc il a voulu partir sur, hem, 2 blocs par semaine. Sauf que pour ça, il faut que la sécurité sociale accepte les bons de transport. Ils ont refusé une première fois, donc on vient de relancer la demande en justifiant à quel point c'est important dans mon cas et puis là, on attend en fait, la réponse. J'attends beaucoup de ces blocs. Les chirurgiens ont l'air, confiants dans le fait de combiner, ces 2 actes, enfin ces 2 traitements. Donc moi je leur fais confiance, j'espère que ça pourra calmer les douleurs, le plus, possible, quoi. Avec ce handicap et d'ailleurs tous les handicaps, je pense, faut pas oublier la charge, mentale invisible, car dans ce cas, c'est pas seulement la douleur physique, il y a tout le reste. Le SDRC a clairement un énorme impact, psychologique. Heu, Personnellement, je suis tombée en dépression, donc je suis suivie par une psy qui est géniale, mais avant elle, j'en ai eu 2 autres qui me correspondaient pas du tout. Hem, Forcément d'avoir mal en permanence, ça fait clairement péter un plomb. Puis on a mal, alors on dort pas, sauf que ça aide pas parce que c'est un cercle vicieux. La douleur empêche de dormir, mais de ne pas dormir, ça intensifie les douleurs et forcément ça impacte encore plus la dépression. Vous savez l'expression «être à fleur de peau» pour dire de quelqu'un qui va être énervé ou sur les nerfs? Pour moi, elle sort pas de nulle part et elle décrit, selon moi, très, très bien quelqu'un qui souffre de SDRC.
Et puis je suis jeune, à mon âge, on voit toutes, nos copines ou nos potes, avancer dans leur vie, quoi. Puis moi, je reste là, bloquée au même point. Donc c'est très dur. Il y a tellement un décalage énorme que forcément, à force, inconsciemment, ils nous écartent des projets. Au début, ils proposent des sorties, des activités, mais que des trucs, que je ne peux plus faire. Donc on refuse 1 fois, 2 fois, plusieurs fois et puis au final, on nous propose même plus, quoi. Très sincèrement, sans mon conjoint et ma jumelle, j'aurais jamais tenu. Puis depuis que j'ai eu l'implantation, j'ai l'impression, en tout cas, que mon entourage réalise un peu plus mon état de santé. Je pense qu'ils ont dû comprendre, qu'on ne fait pas une intervention avec autant de risques, sans besoin réel, quoi. Et puis du coup, j'ai eu l'idée de me mettre, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai créé Algosmogo, premièrement pour aider d'autres personnes, qui souffrent, de SDRC, de douleurs chroniques ou de handicap invisible. Et puis pour, témoigner et sensibiliser les soignants à cette pathologie qui n'est ni assez connue ni assez reconnue. C'est donc aussi forcément pour visibiliser les patients qui en souffrent, auprès des organismes qui sont censés nous aider. Je l'ai aussi fait pour faire comprendre aux personnes, valides, le handicap invisible car malheureusement, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, cette notion-là, d'invisibilité, quoi. Hem et qu'il faut expliquer que c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on ne souffre pas. Enfin, franchement, des exemples de ça, il y en a des milliers, quoi, ne serait-ce qu'en ouais, en caisse prioritaire et cetera, quoi. Et puis, je l'ai aussi fait pour moi. Comme j'arrivais pas forcément à exprimer mon ressenti à mes proches, c'est un peu mon exutoire pour me confier. En créant ce compte, Algosmogo, je voulais vraiment avoir cet espace, safe place où les gens pouvaient se livrer, se donner des conseils et c'est ce qui a pu arriver par moments. Donc forcément, j'ai déjà eu plusieurs retours ou témoignages qui m'ont beaucoup touchée. Et puis, si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, franchement, j'ai tout gagné. Alors, ça fait bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. C'est le truc le plus important, quoi. Aujourd'hui, s'il y a un professionnel de santé qui m'écoute, là, maintenant, je voudrais lui dire qu'il faut écouter son patient et prendre en compte sa douleur. Que si face à lui, il a un patient qui souffre de douleurs chroniques, le patient, il a sûrement déjà vécu des violences médicales et par conséquent, il a sûrement très peur et a besoin de temps pour se sentir en confiance et que c'est totalement normal. Il faut surtout pas oublier qu'il y a un humain derrière ces douleurs, parce que le pire, c'est d'être déshumanisé et de ne pas être écouté. Par exemple, je me rappelle d'une phrase choquante, qu'un spécialiste m'a dit une fois quand j'étais dans un bloc. Donc, déjà dans le pour contextualiser, j'étais en larmes. À ce moment-là, il était près de mes jambes et il s'est appuyé de tout son poids, quoi, sur moi. Donc, je lui ai notifié qu'il me faisait mal et il m'a dit hyper froidement: «Ah, on oublie qu'il y a un humain, parfois». Donc, très, très choquant comme phrase et donc ouais, quoi, ce qu'on oublie souvent, c'est ce côté, humain. Et je vais reprendre une phrase qu'une kiné que j'adore a dit, «Traitez vos patients comme vous aimeriez que quelqu'un de votre famille soit traité». Aujourd'hui, ce qui m'aide à tenir, c'est mes proches, le fait que j'ai enfin réussi à très bien m'entourer d'un point de vue médical, les réseaux sociaux et le chant. C'est difficile de faire des projets quand tout tourne autour de ma santé et de mes douleurs, mais je rêve de fonder une famille. Forcément, pour le moment, ce projet a malheureusement, obligatoirement été mis sur pause, quoi et j'en souffre, énormément, mais ça reste mon plus beau rêve et puis peut-être de pouvoir, créer une plus grosse communauté sur les réseaux sociaux pour pouvoir, s'aider le plus possible, les uns les autres et bon, dans mes rêves les plus fous, peut-être de pouvoir sortir des musiques, que j'ai écrit, quoi, qui sait? Ce que j'aimerais qu'on retienne de mon témoignage, c'est qu'il ne faut jamais minimiser les douleurs de quelqu'un, que dans handicap invisible, il y a invisible et que par conséquent, ça ne se voit pas et donc que si quelqu'un passe devant vous en caisse ou dans une file d'attente, même si il a l'air en bonne santé et tout, en fait, c'est pas pour rien qu'il vous passe devant et que si tu écoutes, ça et que ta santé te fait des soucis et que tu en souffres, heu, dans ces moments-là, on a tendance à se dire, moi la première, hein, qu'on est nul et cetera, alors que pas du tout.
Au contraire, on est méga forte de tenir et de se battre, malgré tout.